Plus vaste pays au monde, la Russie étend son territoire de la mer Baltique au Pacifique, de l'océan Arctique aux steppes d'Asie centrale. Pays continent, la Russie ne peut se résumer au seul bulbe et Kremlin, si beau soit-il. Avec plus de 100 peuples, elles forment une mosaïque ethnique et culturelle considérable, et sa géographie offre aux visiteurs un dépaysement certain, quelles que soient les saisons. Pushkin Tour vous fait partager sa grande connaissance de la Russie, notre belle expérience et notre passion pour ce pays où nous entretenons de chaleureuses relations sont les gages de voyage complets, minutieusement étudiés et préparés par nos soins. Pushkin Tour se propose aujourd'hui de vous faire découvrir la Russie au fil de la Volga. La voie fluviale est en effet l'une des plus prestigieuses pour partir explorer les deux capitales russes, la somptueuse Saint-Pétersbourg et la fascinante Moscou. Choisir une croisière en Russie, c'est préférer une découverte de la Russie profonde, outre la splendeur de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est choisir un voyage à la poursuite d'une histoire à la fois forte et surprenante sur les plus importantes voies fluviales du pays. C'est un dépaysement certain grâce à une culture fascinante et à une population passionnante. Capitale de la Fédération de Russie, Moscou est la plus grande métropole d'Europe avec une population de plus de 12 millions d'habitants. La ville est située dans la plaine russe, entre les bassins de la Volga et de l'Oka, sur les rives de la Moskova. La ville fut souvent appelée Matuchka Moskva, la mère Moscou. Celle qui fut jadis la capitale de la Russie dès le Moyen-Âge a bien changé, tout en conservant jalousement sa grandeur et ses mystères. Les hautes tours des quartiers d'affaires côtoient à présent les bulbes dorés des églises des siècles derniers pour le plus majestueux des mélanges architecturaux. Отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. La perle de l'ensemble historique du vieux Moscou est son Kremlin. Le mot Kreml signifie citadelle. Les cités médiévales russes n'étaient pas bâties au sein d'une muraille. Seules les cathédrales et les palais des souverains étaient entourés d'un haut mur flanqué de quelques tours de défense. Les habitations, commerces et administrations diverses s'étendaient alors tout autour de cette forteresse. Moscou présente encore ce schéma bien perceptible. Le Kremlin est resté le cœur de la capitale, d'où s'étirent les principaux boulevards comme la Tverskaya, les quartiers de luxe et les restaurants de dernière mode. Le Kremlin de Moscou est un chef-d'œuvre de la grandeur russe. Il témoigne de la richesse de l'Empire à travers les âges, défiant le monde de ses hauts bulbes d'or et de ses tours menaçantes. Paradoxalement, c'est l'un des endroits les plus calmes de la capitale, où les moscovites aiment flâner sans jamais se lasser. La place des cathédrales est un lieu unique, chaque perspective y est possible. C'est ici que se célébraient jadis les sacres des tsars et c'est ici également que les cérémonies officielles se déroulent encore. Contre la muraille nord-est du Kremlin se trouve l'une des plus grandes esplanades au monde, dont on dit que chaque pavé a bu le sang d'une révolte. Krasnaya Ploshad, la place rouge, porte bien son nom, car il n'évoque pas seulement sa couleur, mais aussi sa splendeur. En effet, le terme russe Krasnaya signifie à la fois rouge et belle. L'histoire a gardé en mémoire la couleur, l'œil du voyageur retrouvera aisément la beauté. Дорога мой дом, и для любви это не место.
Au siècle de règne des tsars, se sont succédées les idéologies soviétiques, dont Moscou est encore le reflet en bien des lieux. Le plus flagrant de ces témoignages est sûrement le métro, le système de transport incontournable pour échapper à la circulation, souvent très dense, de la capitale russe. Le métro de Moscou est extrêmement fréquenté. À chaque station, il passe environ un train toutes les 3 minutes. Le ticket coûte moins d'1 € et les prix sont dégressifs selon la quantité des trajets achetés. Pour s'orienter, quelques notions de base en cyrillique sont nécessaires car peu de stations sont sous-titrées en alphabet latin. Heureusement, quelques cours de russe seront proposés à bord du bateau pour les volontaires. À la fin de notre visite de Moscou, nous appareillons pour Uglitch, à bord de notre bateau de croisière. Les premières heures de navigation sont passionnantes, et quitter Moscou attise à la fois le regret et l'empressement de voir plus, toujours plus, de cette Russie qui nous fascine. Au cours de ce voyage, nous emprunterons la Volga, le plus long fleuve d'Europe avec près de 3690 km. Après avoir flâné sur le pont, nous irons dîner au restaurant du bord. La composition du repas est européenne. Une entrée, un plat de résistance et un dessert. La cuisine est quant à elle essentiellement russe. Les légumes y sont abondants, les soupes, les poissons d'eau douce, la viande et la pâtisserie également. Lors de la navigation, chaque voyageur peut sélectionner son menu parmi un éventail de choix proposés. À chaque table est attribué un serveur ou une serveuse pour l'intégralité de la croisière. Les boissons lors des repas sont incluses. Un soda, une bière ou de l'eau minérale, ainsi qu'un thé ou un café. Un large choix de boissons alcoolisées et non alcoolisées est également proposé dans les bars du bateau. Ces consommations supplémentaires sont décomptées sur une carte électronique à régler à la réception en fin de croisière. La première escale a lieu le jour suivant, à Uglitch. C'est une ville de province typique, fondée au Xe siècle, qui est surtout connue pour la triste histoire de l'assassinat du tsarevitch Dimitri. La ville possède une usine d'horlogerie, une centrale hydroélectrique et une gare ferroviaire. Elle présente aussi de bons exemples d'architecture russe traditionnelle, dont plusieurs églises. On se plaît à y découvrir notamment le Kremlin, l'église de Saint-Dimitri sur le sang versé, le charme des babouchkas vendant quelques minces bouquets de fleurs en chantant. Si les célèbres montres d'Uglitch, finement décorées et tendrement russes, vous séduisent, n'hésitez pas. Dans la plupart des échoppes et boutiques de souvenirs, l'euro est en circulation. Dans les magasins d'État, seul le rouble est valable. Le rouble, monnaie officielle de la Fédération de Russie, est divisé en kopecks. À la fin de l'année 2013, le taux de change était de 1 € pour 42 roubles. Les bureaux de change sont présents à Moscou, Uglitch, Yaroslavl et Saint-Pétersbourg notamment. Nos guides vous les indiqueront. Il n'y a pas de bureau de change à bord du bateau. Toutefois, les cartes de crédit de valeur internationale sont très souvent acceptées dans les magasins et les distributeurs. Nous naviguons à présent vers Yaroslavl, l'une des cités les plus importantes de l'Anneau d'Or, constituée par plusieurs villes princières situées autour de la capitale russe et présentant des ensembles architecturaux superbes. Notre itinéraire fluvial rencontre alors le réservoir de Rybinsk, un immense lac artificiel qui fut formé lors de la création de la voie navigable entre la Volga et la mer Baltique. Yaroslavl est située au confluent de la Volga et de la Kotorosl. La cité se trouve à 282 km au nord-est de Moscou et compte environ 600 000 habitants. Desservie par le Transsibérien, elle est l'une des plus vieilles villes de Russie, la plus riche en fresques et en décors de carreaux de faïence. La vieille ville d'Yaroslavl est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 2005. L'église du prophète Élie et le monastère de la Transfiguration du Sauveur, datant du XIVe siècle, figurent parmi les plus beaux monuments de Russie. À votre retour à bord du bateau, en fin de visite, nous pourrons bénéficier de nombreuses activités proposées par l'équipe d'animation. Le programme est renouvelé chaque jour et communiqué quotidiennement.
À chaque demi-journée de visite correspond une demi-journée de navigation pendant laquelle un programme d'animation est proposé. Une belle occasion de rencontrer une culture surprenante et touchante. Nous pourrons par exemple assister à des conférences sur les mots russes, danser en costume traditionnel, écouter les prouesses folkloriques de l'orchestre de bord. Le lendemain, nous faisons escale à Goritsi, un petit village situé sur les bords de la rivière Chexna. Goritsi permet d'accéder en autocar à Kirillov, qui abrite le fameux monastère fortifié de Kirillo-Belozersk, Saint-Cyril sur le lac Blanc. Près de 2400 mètres de fortification et 13 tours protégeaient les 14 hectares du monastère, le second en importance de la Russie du XVIe siècle. Ce lieu fut aussi le lieu d'exil de plusieurs femmes d'Ivan le Terrible. L'exil religieux était alors un procédé idéal pour évincer les épouses trop encombrantes. L'amateur d'art appréciera le musée d'histoire et architectural de Kirillo-Belozersk. Nous profiterons de cette escale hors du temps pour admirer la sérénité du lac Blanc, Beloye Ozero, auquel on prête des propriétés régénératrices depuis des siècles. Le jour suivant l'escale à Goritsi, nous traversons le majestueux lac Onega pour rejoindre l'île de Kiji, la perle de la région de la Carélie. Cette île, longue de 7 km et large de 500 mètres seulement, est entourée de plus de 1350 îles et îlots dont certains ne mesurent pas plus de 2 mètres de diamètre. On admire à Kiji un véritable village hors du temps, fait de bois et de sourires chaleureux. Le moulin à vent, la chapelle Saint-Lazare, l'église de l'Intercession et les isbas traditionnels sont autant de splendeurs d'architecture en plein air. Mais la prouesse artistique la plus impressionnante est sans nul doute l'église de la Transfiguration, chef-d'œuvre aux 22 coupoles de bois argenté édifiées sans aucune pièce de métal. L'intérieur de l'église est en rénovation et une équipe de pompiers dépêchée par l'UNESCO est en veille permanente sur l'île. Ce joyau de l'architecture doit en effet être préservé d'un feu qui ravagerait l'ensemble des constructions en seulement quelques minutes, comme ce fut le cas sur une île voisine. Kiji est l'une des escales les plus agréables de notre croisière. Le calme des environs, l'environnement très pur et la sympathie de ses habitants font de cette île un véritable havre de paix.
Le lendemain, nous découvrons Mandrogi, un village situé à 320 km au nord-est de Saint-Pétersbourg, sur la berge de la rivière Zvir qui relie les lacs Ladoga et Onega. Avec ses maisons de bois aux couleurs vives, ses traîneaux à chevaux et ses dégustations de vodka au musée local, Mandrogi crée l'ambiance d'une Russie d'un autre temps. Quel plaisir que de flâner entre ces isbas multicolores, ces jardins, ces petites échoppes exposant les œuvres des meilleurs fabricants d'objets artisanaux. Notre escale à Mandrogi est également l'occasion rêvée pour déguster un pique-nique traditionnellement russe. Au menu de ces déjeuners typiques, des piroki, des pilmeni, des brochettes de viande grillée ou encore du bortsch. Une cuisine simple et délicieuse que tous les gourmets se plaisent à découvrir. En fin de visite, notre bateau appareil pour Saint-Pétersbourg évoque sur le lac Ladoga, le plus grand d'Europe. En juin, nous pouvons apprécier le phénomène des nuits blanches qui nous offre une clarté nocturne unique. Il s'agit ce soir de notre dernière soirée de navigation que nous fêtons autour du dîner du commandant, un verre de vodka à la main. Na zdarovie. Nous voici à Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord, la ville des tsars, l'une des plus belles cités au monde. Elle compte presque 5 millions d'habitants et fait partie des plus grandes villes septentrionales au monde, à proximité du cercle polaire, à la hauteur du sud de l'Alaska et du Groenland. Saint-Pétersbourg est construite sur les rives de la Neva, à l'endroit où cette dernière se jette dans le golfe de Finlande, en mer Baltique. Saint-Pétersbourg est édifiée sur 42 îles du delta de la Neva et possède plus de 300 ponts. Fondée en mai 1703 par Pierre le Grand, qui voulait ainsi ouvrir une fenêtre sur l'Europe, Saint-Pétersbourg fut la capitale de l'Empire russe du XVIIIe au XXe siècle. Elle est aujourd'hui un centre culturel éminent à l'échelle européenne. Découvrons ensemble la perspective Nevski, les colonnes rostrales de l'île Vassilievski, le palais Yusupov où fut assassiné Raspoutine, l'amirauté, l'alors Alexandre Nevski. Donnons-nous rendez-vous à la porte de la forteresse Pierre et Paul, Petropavlovskaya Krepost. Son architecte, Domenico Tresini, s'est inspiré des travaux de recherche de son célèbre homologue Vauban pour assurer une défense optimale de la ville dans la guerre contre les Suédois. L'histoire a retenu que le jour de la pose de la première pierre de la forteresse Pierre et Paul, le 16 mai 1703, correspond au jour de fondation de Saint-Pétersbourg. Dans sa volonté de créer une ville moderne d'influence européenne, Pierre le Grand a souhaité faire montre d'une grande puissance militaire et navale. Il a lui-même observé le déroulement des travaux de construction sur le port pour veiller à ce que chacune de ces exigences soit appliquée. Il y a choisi, pour édifier sa forteresse, une petite île du nom de Zayachi, le lièvre. Dès 1720, on y trouvait une garnison ainsi qu'une maison de détention. La collégiale, inaugurée en 1733, est flanquée d'un haut clocher de 123 mètres de hauteur. C'est dans cette cathédrale que reposent aujourd'hui les tsars depuis Pierre le Grand jusqu'à Nicolas II et sa famille, assassinés lors de la révolution bolchevique. De l'autre côté de la Neva se dresse le palais d'hiver, dont la caractéristique est la couleur pistache de ses murs richement décorés. On y trouve une partie des collections du célèbre musée de l'Ermitage, réparties en 5 édifices, le petit, l'ancien et le nouvel Ermitage, le théâtre de l'Ermitage ainsi que le palais d'hiver. Plus de 3 millions d'œuvres d'art appartiennent au musée de l'Ermitage, mais seulement 60 000 d'entre elles sont exposées au grand public. Le musée à lui seul emploie plus de 2000 personnes à Saint-Pétersbourg, mais également à travers le monde, pour la promotion des collections et les partenariats étrangers. Si Saint-Pétersbourg doit beaucoup à Pierre le Grand, l'Ermitage est bien l'œuvre d'une femme, l'impératrice Catherine II. Tant par l'amour de l'art que pour trouver sa place parmi les mécènes européens de l'époque, elle achète une collection destinée au roi de Prusse dont le royaume avait fait banqueroute. Le palais d'hiver est rapidement enseveli sous la soif des beaux-arts des tsars. Le musée privé s'agrandit. En 1825, quelques salles présentant des œuvres essentiellement russes s'ouvrent à quelques privilégiés. Il faut attendre 1922 pour que l'Ermitage soit entièrement accessible au grand public. Visiter l'Ermitage, c'est avoir la chance inouïe de découvrir à la fois l'un des plus beaux palais de Russie, perle de l'art baroque et des chefs-d'œuvre des beaux-arts mondialement reconnus.
Les salles, décorées en 1754 par le célèbre architecte Bartolomeo Rastrelli, exposent sur leurs murs un nombre incroyable de peintures, croquis et autres sculptures. Les plus anciennes pièces sont antiques, des artefacts scythes en or, d'anciennes écritures mongoles, des pièces romaines, grecques, des objets d'Asie centrale. L'art russe est aussi présenté, notamment par une splendide collection d'icônes médiévales et grâce à l'extraordinaire garde-robe de Pierre le Grand. Près de 300 de ses costumes ont été conservés par l'Ermitage. La peinture italienne est sans doute l'un des plus beaux échantillonnages du musée. Nous admirons des œuvres de Raphaël, de Michel-Ange, de Giuseppe Maria Crespi. Les joyaux de ce département sont 2 tableaux de Léonard de Vinci, la Madone Lita et la Madone à la fleur. La peinture espagnole, quant à elle, est compilée dans les œuvres d'El Greco, de Francisco de Goya, de Velázquez et de Pablo Picasso, dont plus de 30 tableaux sont exposés. Côté français, apprécions les œuvres mondialement célèbres de Monet, Renoir, Cézanne, Gauguin et Matisse. Le musée de l'Ermitage justifie à lui seul un voyage à Saint-Pétersbourg et nous offre la belle envie de revenir encore et encore. Le cœur de Saint-Pétersbourg et ses quartiers d'affaires sont entourés d'une vaste campagne où la noblesse russe de la cour des tsars aimait passer l'été. L'une de ces banlieues bourgeoises fut longtemps nommée Tsarskoye Selo, le village des tsars. La ville prit ensuite le nom de Pouchkine, le célèbre poète russe qui y avait étudié. L'impératrice Élisabeth, première du nom, ordonne en 1752 l'édification de ce qu'elle souhaite être la plus belle résidence au monde. Le très renommé architecte italien Bartolomeo Rastrelli met alors tout son talent pour réaliser la volonté d'Élisabeth. Inauguré en 1756, son palais fut baptisé Ekaterinskaya Dvorets, le palais de Catherine en l'honneur de la mère de l'impératrice. Par la suite, Catherine II agrandit les constructions déjà existantes et choisit d'aménager de grands jardins à l'anglaise dans son parc. Le palais, quant à lui, s'embellit de tsar en tsar. Pierre le Grand ayant reçu un cadeau de pièces de marqueterie allemande, le joyau de la demeure devient la chambre d'ambre. Cette salle exceptionnelle est alors considérée comme une 8e merveille du monde. La chambre d'ambre, démantelée par les troupes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, est ensuite perdue. Le mystère de sa disparition n'ayant jamais été résolu, une copie à l'identique de la salle est à présent visible pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui encore, nous nous laissons charmer par la sérénité du lieu, à la fois dans la richesse du paysage et par les salles somptueuses du palais. Une autre résidence d'été des tsars est visible dans la ville de Peterhof, anciennement Petrodvorets, le palais de Pierre. Pierre le Grand est en effet à l'origine de ce somptueux complexe de demeures et de jardins. C'est au retour d'un voyage en France et d'une rencontre avec la cour de Versailles que le tsar ordonne la construction de ce palais. Il souhaite alors que la beauté de sa résidence impériale rivalise avec celle de son homologue français. En 1723, son rêve est réalisé. Toute la splendeur du Grand Palais, de ses grands parcs, est sublimée par l'emplacement extraordinaire du complexe, surplombant le golfe de Finlande et défiant ainsi les frontières de l'Europe. Outre les salles magnifiquement décorées du palais, Peterhof est célèbre pour ses jardins inférieurs, courant vers la mer Baltique en une véritable exposition de fontaines et de statues dorées. L'élément le plus spectaculaire de ce musée à ciel ouvert est la grande cascade, qui recouvre un canal maritime entièrement aménagé dans une falaise artificielle. La technicité de la construction de cette cascade et l'ornementation incroyable de ces fontaines sont impressionnantes. Revenons à présent au cœur de Saint-Pétersbourg pour un dernier aperçu de la Venise du Nord. Dans une dernière œillade, nous découvrons encore de nouveaux palais, de nouvelles échoppes, de nouvelles envies. Décidément, la Russie semble nous captiver par sa démesure et son charme unique, et voyager sur ses voies fluviales
est sans doute l'une des plus passionnantes opportunités de découvrir ce pays majestueux. Kalinka, moja, salduja,